Messieurs, bienvenue à ce numéro Critique Info. Aujourd'hui, la presse s'intéresse au désordre, sinon causé par M. Tchibala, Premier ministre sortant, qui lui s'est arrogé le droit de se faire des avantages sur le dos de ce peuple qui souffre, de ce peuple qui est torturé. Tchibala s'accorde des avantages à vie par décret. Je vais lire pour vous, pour la compréhension de tout le monde. C'est très intéressant, mais c'est très énervant aussi. Des indemnités de logement de 1 000 à 5 000 $, des billets d'avion business class, des passeports diplomatiques, le tout pour un budget de 28 800 000 $. Des avantages à vie. Outre une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments perçus lorsqu'ils étaient en fonction, des émoluments qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît même pas le montant exact, il se voit allouer une indemnité mensuelle de logement de 1 000 $, un titre de voyage par an sur le réseau international en business class, des passeports biométriques, et vous pouvez continuer la lecture de ce document. Mais mesdames et messieurs, ce qui est frustrant, c'est lorsque monsieur va étaler finalement ses avantages à au moins 1000 personnes. Regardez, de son entourage bien sûr, 1000 personnes, de ceux-là avec qui ils ont partagé le gâteau. Ça veut dire les ministres débauchés, des ministres qui ont été débauchés, qui ont accepté de détruire même l'idéal congolais. On va prendre ces ministres-là, pardon, ces rangs-là. Le vice-premier ministre, les ministres d'État, les ministres délégués, le vice-ministre ou encore les secrétaires généraux du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les personnalités exerçant les fonctions équivalentes au rang des membres du gouvernement au cabinet du président de la République et au cabinet du Premier ministre. Est-ce que vous imaginez? Combien de gens y a-t-il dans les cabinets ministériels? S'il faut les prendre, combien de gens y a-t-il dans les cabinets du Premier ministre? Combien de ministres on a? Combien de vice-ministres on a? Combien de secrétaires généraux on a? Combien de secrétaires généraux adjoints que nous avons? Combien de vice-ministres? Combien de vice-premiers ministres et les ministres d'État nous avons? Est-ce que vous imaginez un peu? Et pour tout couronner, à lui-même, il demande 5 000 $ pour son loyer et une voiture tous les 5 ans. C'est-à-dire une voiture neuve, tous les 5 ans, on doit le lui donner. Pourquoi? Parce qu'il est qui? Parce qu'il a fait quoi? Et ce qui va faire encore très mal, voilà ce qu'il dit. Il dit... ça c'est un de ses poulains, peut-être lui-même aussi. On a vu dans ce pays un ancien Premier ministre commencer à quémander de l'argent partout. Est-ce que cela honore le pays? Se justifie auprès des jeunes Afrique l'un des membres du dernier gouvernement de la présidence de Joseph Kabila qui a requis l'anonymat. Ces dispositions ont été prises pour honorer ceux qui ont servi la République. Est-ce qu'on connaît l'essence de savoir servir la République? On ne sert pas la République en ayant un poste ministériel, non. On sert la République quand le boulot qu'on vous a donné a trouvé sa base, a trouvé son ancrage dans les problèmes des Congolais. Les ministres sont là pour régler le quotidien des gens. Vous ne pouvez pas trouver des mesures qui sont, je vais dire, aux antipodes du développement et surtout du quotidien du peuple. Vous n'êtes pas Premier ministre honorifique, vous êtes un Premier ministre, vous devez travailler pour le bien du Congo. Combien de routes avez-vous construites? Combien de routes, votre gouvernement, a eu à construire? Combien d'hôpitaux vous avez réfectionnés? Combien d'écoles vous avez construites? Ne venez pas nous dire aujourd'hui que vous avez servi la République. Non, vous vous êtes servi de la République. Vous avez pillé la République. Vous avez détruit la République. Et pour ça, en réalité, beaucoup seraient en prison. Ce n'est pas au palais, dans les palais où vous vivrez. Non, en principe, c'est en prison pour avoir détruit ce pays. Les élections que vous nous avez organisées, des élections en cycle de nomination, et vous voulez nous dire que vous avez bien travaillé. Quel travail avez-vous fait? Prenons le ministère de l'enseignement. Qu'est-ce qui a été fait dans ce ministère de l'enseignement? Où vous avez détruit le système éducatif. Si déjà celui qui se retrouve au sommet du ministère de l'enseignement n'a jamais été un meilleur élève, n'a jamais été un meilleur étudiant, n'a jamais été un assistant, jamais un chef de travaux, jamais un corps dans le corps professoral, c'était un étudiant moyen qui devient aujourd'hui au sommet de l'enseignement et il va gérer les professeurs. Est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que vous imaginez? Quand
Quand nous avons des gens qui gèrent l'intérieur, qui n'ont jamais, alors jamais été à la police, jamais été dans les services, dans les services secrets, jamais dans l'agence nationale de renseignement, jamais du tout. Et des gens comme ça, vous nous dites aujourd'hui que vous êtes sérieux? Quand vous avez dans l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne sait pas nous dire exactement combien de champs avons-nous, combien de plantations avons-nous, ça produit quoi? Quand on ne sait pas ces choses-là, vous voulez nous dire que vous avez bien travaillé? Non, ce peuple congolais, vous devez quand même un peu le respecter. Ce peuple congolais vous a montré combien il était patient. Mais vous n'allez pas, en plus de cela, marcher sur le dos de ces gens-là. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Mais vous voulez vous octroyer autant de désavantages comme ça. Et puis c'est quand même à un moment donné immoral. Un premier ministre qui demande un billet d'avion. Mais c'est quoi cette histoire? Un billet d'avion, vraiment. Donc vous ne pouvez pas vous acheter vous-même un billet d'avion. C'est parce que vous êtes incapable de protéger l'argent que vous avez volé, que vous avez amassé illégalement. Vous êtes incapable de protéger cet argent-là parce que vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes, comme on dit, des inaptes intellectuels. Vous ne pouvez pas survivre en dehors de la politique. Et vous voulez vous faire l'argent sur le dos des Congolais. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Nous nous battons jusqu'à ce que ces mesures soient défaites, annulées et même abrogées. Et même organiser un audit. Regardez les maisons que vous avez achetées, à combien reviennent ces maisons et comment vous avez trouvé l'argent. Il faudrait qu'on fasse ça. Nous savons tous que vous n'avez pas fait 5 ans au pouvoir. Donc personne d'entre vous, que ce soit le Premier ministre ou un ministre, personne ne peut s'acheter une maison à 2 millions de dollars s'il n'a pas fait un emprunt bancaire. Nous allons vérifier. Nous allons devoir vérifier. Moi, je demande au procureur général de se saisir de ce dossier, aller inspecter, demander des comptes à ces messieurs qui ont géré la République. Ils ne peuvent pas sortir comme si on était dans une République des irresponsables, qui nous disent combien ont-ils gagné. C'est impossible que vous achetez une maison de 2 millions de dollars. C'est impossible que vous puissiez acheter une maison de 5 millions de dollars. Il y en a même qui ont des maisons de 300 millions de dollars. On va voir. Nous allons voir votre poids patrimonial. Pardon, on va le voir. On est obligé de le voir. On doit voir votre patrimoine, combien il pèse. Si votre patrimoine pèse 1 million de dollars ou pèse 2 millions de dollars, vous allez devoir nous expliquer comment avez-vous trouvé l'argent. Où avez-vous trouvé l'argent? Il faut que les gens rendent compte dans ce pays. J'ai aimé une indiscrétion hier de M. Vital Kamerhe qui a dit qu'il fallait qu'on arrête des gens. Oui, il faut qu'on arrête des gens. Il faut qu'on arrête des gens dans ce pays. Parce qu'il faudrait que si nous voulons que le Congo se développe, il faut que nos enfants qui viennent voient la sanction de nos aînés. Pour qu'ils disent, ah, donc nous, on ne peut pas faire ça parce que nos aînés ont été sanctionnés. On ne peut pas vivre comme si on était dans une kermesse. Vous entrez au pouvoir, vous ne présentez pas vos biens. Vous ne dites pas ce que vous gagnez. Vous ne dites pas ce que vous faites comme travail. Et du coup, ministre, et dans peu de temps, les maisons commencent à pulluler. Les maisons commencent à pousser comme des champignons. Non, 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 non. Ce régime d'impunité doit s'arrêter. Nous devons être dans un régime de règlement, pardon, dans un régime où l'on doit rendre de comptes. Pas régler des comptes, mais rendre des comptes. Nous devons rendre compte à ceux-là qui sont censés nous gérer. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'allais dire ce matin par rapport à ce titre incendié qui dérange la population. J'aimerais faire réfléchir aux Congolais, vous qui êtes à l'étranger. Je dois vous dire que ce pays est un pays à vocation agricole. Hier, j'étais en train de parler de comment lutter contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, je vous rappelle ici que c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible quand je vois... En fait, je ne sais pas expliquer. Je vais le dire en français parce que je vais atteindre une couche importante de la population, surtout vous qui vivez à l'étranger, les Congolais, les Togolais, les autres. Je ne peux pas, moi, comprendre que le pays du Sahel, qui ont toutes les raisons du monde pour ne pas avoir une autosuffisance alimentaire, arrive à s'en sortir et nous, un pays aussi fort, aussi béni que possible, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le Burkina Faso, qui plante le sorgho, qui plante le mil, mais qui arrive quand même à s'auto-suffire. Pas complètement, oui, mais vraiment quand même à prendre des élans.
Les sorgho et les milles ne poussent que dans les milieux désertiques. Et ils ont compris, ils ont travaillé cette question. Ils font un travail fort pour nourrir leur pays, pour nourrir leurs habitants. Je ne suis pas ici en train de jeter des fleurs à ces pays-là. Je ne dis pas qu'ils sont sortis de la pauvreté. Non, mais je dis qu'ils sont en train de faire des efforts. Ils consomment au moins local. Si vous allez en Indonésie, mesdames et messieurs, vous mangez la crevette made in Indonésie. Le jus que vous prenez, made in Indonésie. L'eau minérale que vous prenez, made in Indonésie. L'Indonésie aujourd'hui a atteint un niveau où il exporte, il importe moins qu'il exporte. Mais le Congo, où nous avons tout, nous exportons rien, mais nous importons tout. Nous exportons ce qu'on ne peut pas exporter. Vous savez qu'est-ce qu'on exporte nous? Les cerveaux. Oui, on exporte les cerveaux. Il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, la fuite des capitaux, la destruction même de l'idéal congolais. Et nous importons tout. On importe de l'eau, on importe les histoires des bébés, jusqu'à ce qu'on importe même la cure-dent. Dans un pays où les arbres tombent parce qu'ils ont tellement vieilli, ils tombent, nous importons la cure-dent. Si même l'aiguille qui nous sert à coudre, nous l'importons, sommes-nous un peuple? Non, nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une société de gens qui se réveillent le matin et qui dorment le soir, et qui boivent, et qui mangent, et qui meurent. Et non, j'ai oublié, qui prient pour rien. C'est ça la société congolaise. Alors que vous avez tout le potentiel possible pour vous en sortir. Le Burkina Faso a le sorgho, a les milles. Ce sont les deux plantes adaptées aux conditions, je veux dire, désertiques. Le Mali a presque la même situation géographique, le sorgho et les milles. Vous avez le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal fait des grandes avancées en termes de céréales. Je parlerai du riz, par exemple. Le Sénégal se bat pour le riz, il se bat pour son arachide. Vous vous rendez compte qu'ils se battent aujourd'hui pour, ne serait-ce que, s'autosuffire en termes alimentaires. Le riz et comment on appelle, et l'arachide. En Mauritanie, vous trouvez par exemple, en Mauritanie, je parle de la Mauritanie, je parle aussi du Maroc, un peu le sud du Maroc, où vous trouvez le bleu en grande quantité. Et non seulement ça, mais vous trouvez une intelligence de transformation, ils vous donnent les boîtes de conserve. Tout le monde prend aujourd'hui la sardine. Sardine, sardine, sardine. Mais ça vient de là. Les Marocains n'ont pas d'huile de palme, comme chez nous. Ils utilisent l'huile d'olive. Ils utilisent aussi beaucoup d'autres choses, je vais dire, surtout sur le plan oléagineux, ils utilisent beaucoup d'huile qu'on ne peut pas, nous, comprendre aujourd'hui, qui servent finalement à cette histoire de sardines. Mais comment ces pays-là, qui sont dépourvus de ce que nous avons, je vous rappelle que le pays que je viens de citer, il pleut un mois l'année, rarement 2 mois l'année. Mais pas chez nous au Congo, mesdames et messieurs. Chez nous au Congo, il pleut tous les jours. Il pleut tous les jours. Et à l'équateur, vous avez 3 saisons cumulées. Ça veut dire s'il ne pleut pas à s'il ne pleut pas à Mbandaka, en tout cas, il pleut à Bikoro. S'il ne pleut pas à Bikoro, il pleut à Bongandanga. S'il ne pleut pas à Bongandanga, il pleut à Sekliwenzi. S'il ne pleut pas à Sekliwenzi, il pleut à Iboko. Il pleut à Kuluboku. Il pleut à Injolo, à Akula. Il pleut toujours. D'une manière ou d'une autre. Et il n'y a aucune plante qui ne peut pas être plantée à l'équateur. Je vous rappelle que le jardin botanique de Eala, ce jardin a 10 000 espèces. Parce que ce jardin a été construit en 1900 juste. Ce jardin a 10 000 espèces, dont 7 000 espèces sont naturelles, sont d'ici bien sûr, 3 000 espèces sont importées. Importées, pardon. 3 000 espèces importées de différents pays. Mais voilà, regardez la densité, regardez la santé de ces plantes-là. Ça veut dire que c'est une terre où l'on peut tout planter et tout peut refaire, tout peut donner comme chose. Mais regardez comment nous vivons au Congo. Est-ce que vous savez que nous importons la tomate? La tomate, nous importons ça du Rwanda. Nous importons la tomate. Aujourd'hui, à l'est de la République, les bonnes tomates viennent du Rwanda. Le bon lait, le lait vient du Rwanda. Les sucres viennent du Rwanda. Les céréales viennent du Rwanda. Pour ceux qui sont à l'est de la République.
Nous sommes à Kinshasa ici, le riz vient de l'Inde. Le riz, ça vient de l'Inde. À l'époque, on avait les riz qui venaient d'où? Du Ghana. Oh, l'osso est Ghana. Non mais écoutez, mesdames et messieurs, comment nous pouvons nous importer quelque chose qui vient du Ghana? Le Ghana peut-il nous donner aujourd'hui des choses à manger? Alors que seul l'Équateur peut suffire à nourrir toute l'Afrique pendant une année si l'Afrique est improductive. L'Équateur, justement. Si nous avons une production structurée, nous allons offrir la nourriture à l'Afrique, je dirais pendant un an, ininterrompu. Ininterrompu, toujours à l'Équateur. Il pleut toute l'année et la pluie, pour ceux qui font l'agriculture, savent ce que c'est. On peut toujours avoir ça. Mais nous importons les aliments, c'est quand même assez compliqué. Nous importons les riz, nous importons le savon, nous importons l'huile, nous importons la farine, nous importons la tomate, nous importons le lait, nous importons le maïs. Et j'entends les gens dire, Félix, tu lui poses la question, Félix, non. Non, mais mes frères, réfléchissons un peu à un moment donné. Il n'y a pas une baguette magique pour sortir le Congo dans la disette. Il y a le travail à faire. Et le travail à faire, c'est un travail d'intellectuels. Ce sont les intellectuels qui pensent sur le sol dans lequel ils se trouvent pour dire « Sol, que peux-tu nous donner ?» Et le sol vous dit « Je peux vous donner ceci, je peux vous donner cela. » Donc, je ne vois pas pourquoi nous sommes en train de souffrir. Nous importons même la viande. Nous sommes en train d'importer la viande. Est-ce que vous imaginez? À l'époque de Mobutu, on importait... Non, ce gars était terrible. À l'époque de Mobutu, on importait des viandes qui venaient du Tchad. Mais posez-vous des questions. Comment un pays désertique peut vous offrir à vous les viandes? Ça veut dire que vous êtes dans des pâturages. Et ils n'ont pas de pâturages. Vous êtes en Somalie, vous trouvez quelqu'un qui a des vaches et des vaches. Mais comment fait-il pour nourrir ces vaches-là? Non, c'est une question d'intelligence d'abord. Intelligence d'élevage, intelligence agriculture. On ne fait pas ces choses parce que l'on veut le faire. On fait ces choses parce qu'on sait le faire. Et il faut une bonne politique d'accompagnement de l'agriculture si vous voulez aller plus loin. Le président Lula, s'il a été respecté dans son pays, c'est parce qu'il savait où toucher la famine. Deux types d'agriculture, industrielle et aussi, je vais dire, vivière. Nous allons continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc nous avons tout pour réussir, mais nous ne faisons rien pour réussir. Sur le plan oléagineux, il y a l'huile, comme je parle ici de l'huile. Ces pays-là où il pleut une seule fois, ou deux fois, ou quatre fois, ou rarement l'année, ils ont de l'huile, mais sur base de quoi? Sur base de ce qu'ils appellent des arbustes qui donnent des fruits, et c'est sur base de ces fruits-là qu'ils sortent quand même, ils prennent généralement l'huile, qu'on appelle le beurre de karité. C'est un arbuste qui donne un certain nombre de fruits à partir duquel on extrait de l'huile et on se sert avec pour faire les sardines et pour faire autre chose, surtout pour l'usine de conserve. Mais nous avons l'huile des palmes ici. Vous savez où? À Boteca. Il n'y a pas 20 ans, on était le premier exportateur de l'huile de palme. Premier exportateur de l'huile de palme. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Rien du tout. Nous importons de l'huile maintenant. L'huile, vous savez, ça vient d'où? Non, l'huile est venue de Mombasa. L'huile est venue du Brésil. L'huile est venue de... Non, mais comment l'huile peut venir d'ailleurs alors que vous avez l'huile chez vous? C'est à nous d'importer. Et aujourd'hui, avec cette huile-là, vous pouvez en faire beaucoup de choses. J'en parlerai quand je serai sur le point de l'industrialisation. Ça veut dire que nous avons tout pour développer ce pays, mais il nous manque la connaissance, il nous manque l'intelligence, parce que, je le dirai dans la deuxième partie, l'élite a été faussée. Une élite faussée. Je vous donnerai les éléments au cours de l'émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Congo est incapable de conserver comme le Maroc de poissons. Nous avons les pondés. Qui connaît les pondés? Les pondés sont des petits poissons qu'on mange à l'Équateur. Des petits poissons comme ça. Ils ont la taille de mon auriculaire comme ça. Ou quand ils sont très gros, ils sont comme ça. Je ne vais pas sortir le troisième doigt, c'est compliqué quand même par rapport à la visibilité. Mais je préfère sortir ces deux. Vous voyez, ça et ça. Ce sont des poissons qui sont comme ça. Ou si vous voulez, un peu comme ça.
On pouvait le mettre sur des boîtes de conserve, dans les boîtes de conserve et les vendre. Qui a déjà mangé l'imposte? Mais on pouvait mettre l'imposte. Imaginez-vous l'imposte dans une boîte de conserve et entre les mains des Malaisiens. Il ouvre comme ça, il trouve une poste. 7 postes à l'intérieur. Non, mesdames et messieurs, ce pays n'a pas de chance. La chance que ce pays n'a pas, c'est celle d'avoir des intellectuels au sommet de la République. Et ces intellectuels sont là. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Je vous donnerai des raisons. J'essaierai de vous donner des raisons et de en discuter ensemble. Des gens incapables de mener cette politique-là. Le problème ici, pour qu'on réussisse cela, mesdames et messieurs, nous devons être dans une sorte de... J'appelle ça la promotion de l'agriculture industrielle, mais aussi la promotion de l'agriculture vivrière. Je prends les deux éléments, industriel et vivrière. Industriel, parlons-en. Dans l'industriel, vous devez d'abord commencer par développer des actions, développer par exemple le palmier à huile. Ce sont des piliers par lesquels nous pouvons aujourd'hui, des canaux que nous pouvons utiliser. Le développement d'abord de notre palmier à huile. Son habitat naturel, vous savez c'est où? À l'équateur. À l'équateur. Le palmier. Le cacao, à l'équateur. Vous savez à quoi sert le cacao? J'en parlerai quand je serai au point de l'industrialisation. Le cacao, le café, le VA, qui produit bien évidemment le caoutchouc. Le coton et beaucoup d'autres choses qui nous permettent, nous, à tenir longtemps. Et tout ce que je viens de citer, mesdames et messieurs, derrière ces choses, il y a des industries. Des industries capables d'employer 2 millions de personnes, 1 million de personnes, 800 000 personnes, 400 000 personnes, qui peut donner un travail direct et même indirect. C'est pas comme quelqu'un me faisait rire, il dit, j'ai fait 6 ans journalier. J'ai dit, mais comment tu as fait 6 ans journalier? Il dit, oui, mon cher, 6 ans journalier. Comment tu as tenu? Moi, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on peut toujours avoir ces choses-là. Et là, c'était la grande ligne. Et aussi l'agriculture vivrière. Dans l'agriculture vivrière, vous avez le manioc, vous avez le maïs, vous avez l'arachide. Et je dois dire aussi, le manioc, le manioc, je parle de vivrière parce que on peut consommer directement, mais à partir du manioc, mesdames et messieurs, nous pouvons investir. Parce que vous savez quoi? Est-ce que vous savez que tous les tissus que nous avons aujourd'hui, les usines textiles ont besoin d'une matière qu'on extrait dans le manioc, qu'on appelle l'amidon? L'amidon est une matière essentielle pour le textile. Ça permet à faire les habits, le manioc. Maintenant, si vous produisez ça en grande quantité, au-delà du fait que nous mangeons le manioc, mais ça produit aussi les textiles. Mais pourquoi nous ne faisons pas cela? C'est problème d'intelligence. Quand vous avez au sommet de l'État des gens qui n'ont que leur ventre, leur poche, qui ne pensent pas aux problèmes du peuple ou qui n'ont pas d'idée, je vous ai raconté une histoire. On était avec des ministres, parce que c'est vraiment des gens qui m'appellent généralement, pour la plupart des cas, on discute, on parle. Et il y en a qui aiment ce que je fais. Et un monsieur m'a appelé, il me dit, mais écoute, Christian, j'étais suivi une fois en train de parler de la politique agraire et tout. Mais tu sais que tu as un bon projet. Où tu l'as trouvé? Alors, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous êtes payé pour ça en réalité. Vous êtes payé pour trouver des idées comme ça. Il dit, mais non, franchement, tu as été très loin. On était dans une émission avec un ministre du tourisme. Au cours d'une émission, j'étais bien poli, calme, on passe une émission. Moi, je lui ai posé la question, comment ferez-vous pour développer le tourisme? Vous savez ce qu'il me dit? Il dit non. Le problème, c'est que le pays a un problème. Le problème ici, c'est que nous n'avons pas des sites touristiques. Nous n'avons pas des choses qui peuvent attirer les gens. J'ai dit, Loyakae. Ouais! Ça sort d'un ministre. Un peu comme ce que vous avez entendu. Un gouverneur qui voit l'érosion. Il dit, eh, Mboko yo Bungasute. Et comment on dit oui. Il dit, eh, Mboko yo Bungasute. Donc vous imaginez un peu, ça veut dire des gens qui sont là, malheureusement, par opportunisme. Ils ne savent pas par où commencer. Et comme ils ne savent pas par où commencer, les temps qu'ils travaillent pour savoir par où commencer, le mandat est fini. Et c'est pourquoi quand ils sortent, ils ont des idées maintenant. Ça, c'est un peu ce que Mugabe disait. Les opposants, c'est comme ça. Quand ils sont en dehors, ils critiquent. Une fois au pouvoir, ils n'ont plus d'idées. Et quand ils sortent, ah, alors là, ils ont toutes les idées. Comment ça voir maintenant? Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme des supporters qui regardent les matchs de très loin.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans les minutes qui me restent, laissez-moi aussi vous parler, comme je vous ai parlé de l'agriculture. Nous pouvons développer l'agriculture. Ça, c'est pour résoudre le problème de la faim des Congolais. D'abord, l'agriculture. Je vous ai parlé de l'industriel et de l'industrialisation et surtout du côté vivrière. Mais je reviendrai pour donner vraiment les grandes lignes pour cela. Je reviens maintenant sur le côté industriel, d'abord de l'agriculture. Mesdames et messieurs, savez-vous que le développement du palmier à huile peut rapporter au Congo une histoire de 99 milliards de dollars par an. Je vous dis 99 milliards de dollars par an. Ou si nous ne sommes pas sérieux, on ne travaille pas beaucoup, nous ne pouvons pas manquer 50 milliards de dollars par an. Je ne parle que du palmier. Je peux m'expliquer. Si nous avons une industrie de transformation, parce que c'est ce qui manque au Congo, si nous avons une usine de transformation, ça veut dire quoi? Nous prenons le noix de palme. Vous savez le noix de palme que vous voyez là? Ce noix de palme a beaucoup de dérivés. Il a d'abord l'huile concentrée. Cette huile concentrée a aussi des résidus très fructueux. Vous savez que l'huile de palme seulement, l'huile de palme, vous savez l'huile de palme, ça veut dire on a pris le noix de coco, on a pris le noix de palme, on les a mis dans une sorte de turbine, on tourne, on extrait l'huile, mais on laisse tout le reste là-bas. Ce n'est pas encore fini. On garde ça d'abord. Prenons seulement l'huile qui sort. L'huile qui sort a plusieurs couches. Il y a la première couche, la deuxième couche, la troisième couche et même la quatrième, et il y en a beaucoup comme ça. La première couche de cette huile-là, c'est avec ça qu'on se sert pour faire le savon. Parce que vous le savez, d'abord ça pour faire le savon, ça pour faire l'huile, ça pour faire la cosmétique, ça veut dire tous les laits de beauté que vous connaissez, on peut faire ça à partir de là. Toujours, c'est seulement dans la première couche de cette huile-là. On peut avoir autant de choses que dans cette huile-là. Il y a un élément aussi important que les gens oublient. C'est qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le carburant bio. Et un professeur au Congo nous a démontré, dans une de mes émissions, il a démontré qu'il a fait tourner un moteur de voiture. Avec quoi, vous savez? Avec l'huile de palme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend l'huile de palme, il prend un catalyseur qu'il a tenu secret, il mélange cette huile de palme et ça donne du carburant. Et ça fait circuler un moteur, tourner un moteur. Il a roulé avec sa voiture. Moi, j'ai refusé parce que vous voyez qu'Equipamvita ne supporte pas des choses comme ça. On ne sait jamais. Vous allez mettre ça comme ça et Equipamvita s'explose. Donc, on ne peut pas. Mais ce qui m'a fait rire, c'est quoi? C'est que un chercheur, il amène le carburant. Il y avait des ministres, hein, les ministres de l'agriculture et tout, et celui de la recherche scientifique. Il dit au ministre, carburant, yangoyo. Vous savez, les ministres, on a donné au ministre 20 litres. Il dit non, non. Non, mais tu es le ministre de la recherche. Prends les risques, mets du carburant pour que tu sois rassuré. Il dit non, non. Trouvez un groupe électrogène, mettez. On a trouvé un groupe électrogène, on a mis et ça finalement alimenté le groupe électrogène et ça alimenté toute la maison. Donc je pense humblement, mesdames et messieurs, que ce n'est pas le diable qui nous bloque au pays. Ce n'est pas le diable qui nous bloque au pays. C'est la méchanceté des hommes et surtout l'ignorance des hommes. Entre la méchanceté et l'incompétence, le diable a trouvé sa place et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Là, nous avons seulement été du côté du palmier. Et vous en connaissez, il y a des gens qui connaissent ce que le palmier peut donner. Il peut encore donner plus que ce que vous voyez. Alors, plus que ce que vous voyez là-bas. Mais le cacao alors? Vous savez que le cacao produit le chocolat? Et le chocolat aujourd'hui, c'est une très grande industrie. Le chocolat produit les biscuiteries et toute autre chose. Et le gâteau et tout. Ça veut dire, juste avec le cacao, on peut avoir une usine de cacao ici chez nous au Congo. Parce que nous pouvons planter les cacao en grande quantité. Parce qu'on n'aura pas un problème d'habitat. L'habitat naturel du cacao, c'est à l'équateur. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez planter des centaines de plantations pour nous produire des cacao et avoir des cacao, et combattre l'entreprise ou l'usine ou le marché ivoirien. Parce que nous pouvons produire en grande quantité que la Côte d'Ivoire. On peut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se présente comme le premier pays producteur, exportateur du cacao. Nous pouvons produire mieux que la Côte d'Ivoire. Nous pouvons produire plus que la Côte d'Ivoire. Nous pouvons avoir la production de la Côte d'Ivoire 7 fois. Je ne mens pas. 7 fois. La production annuelle du cacao en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire ça 7 fois chez nous. Et les mécanismes sont là.
Comment faire pour trouver l'argent? Nous en avons. Mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on nous trompe. Et ce cacao-là peut donner du boulot aux Congolais. Dieu, quand il crée des fruits, quand il crée des minéraux, quand il crée des richesses chez vous, c'est pour que ces richesses vous donnent du boulot. Pas que vous puissiez travailler pour eux, mais que ça puisse vous donner du travail. Vous avez le café, la caféine. Qui ne sait pas que derrière la caféine, il y a toute une industrie pharmaceutique? Qui ne sait pas qu'on peut avoir la pharmacie à partir de la caféine? Mais nous avons toutes les boissons énergisantes qui ne tiennent que grâce à la caféine, c'est-à-dire au café. Mesdames et messieurs, comment vous pouvez dire qu'on est pauvre? Comment les Blancs arrivent à voir ce que vous ne voyez pas? Comment les autres voient ce que nous ne pouvons pas voir? Nous avons tourné notre économie sur les mines, sur le diamant et tout le reste. Oublions l'agriculture, pourtant c'est là la base d'un pays. La Suisse n'a pas de richesse. La Suisse n'a pas l'or, n'a pas le diamant. La Suisse a l'intelligence, la technique. La Suisse a ça. La première richesse dans un pays, c'est la technique, c'est l'intelligence que le peuple a à transformer ces richesses, à en faire un État fort. Il y a des pays qui ne vivent que des taxes et des impôts, mais ils sont prospères. Mais comment vous avez au-delà de tout ça, vous n'arrivez même pas. Nous sommes un pays où les gens ne payent pas l'impôt. Je connais quelqu'un qui ne paye pas l'impôt, Homo, depuis qu'il est né, il n'a jamais payé l'impôt. Mais il vit quand même. Il n'a jamais payé l'impôt. Jérémy Maïkandi, jamais. Il va payer l'impôt par qui? Il va payer l'impôt chez qui? Il ne paye pas l'impôt. Alors ils sont nombreux comme ça. Et pire encore, même Jinxing ne paye pas l'impôt. Hamed ne paye pas l'impôt. Quand je dis Jinxing, ce sont les Chinois. Hamed, ce sont les Arabes. Ils ne payent pas l'impôt chez nous. Mais voilà comment les Congolais sont en train de vivre. Donc si vous arrivez à avoir 4 milliards de dollars dans ce désordre, vous arrivez à avoir 4 milliards de dollars dans ce désordre, donc vous pouvez avoir plus dans l'ordre. On peut avoir un budget de 400 milliards. On peut avoir un budget de 40 milliards, 400 milliards. On peut avoir ça. Les choses sont difficiles pour les incompétents, pas pour les hommes honnêtes, pas pour ceux qui connaissent faire les choses. Je vous épargne aujourd'hui de l'élevage. Je n'ai parlé que de l'agriculture. Les VA qui produit le caoutchouc. Le caoutchouc, derrière le caoutchouc, vous savez, il y a quoi? Il y a les usines de pneus. Les usines de pneus. Aujourd'hui, nous avons comment on appelle Pirelli. Nous avons Pirelli. Nous avons Chirac, je crois. Chic. On a Pirelli, on a Chic. Nous connaissons ces usines-là qui construisent les pneus, qui fabriquent les pneus. Nous pouvons les inviter chez nous. Parce que la matière première est chez nous. Ces usines ont besoin de l'EVA. Nous en avons. Alors pourquoi on aura peur? Appelez ces usines-là chez vous. Ils ont le caoutchouc. Ils vous fabriquent les pneus. Ils vous fabriquent le silon bloc. Est-ce que vous savez que les silon blocs des voitures sont faits à base de caoutchouc? Est-ce que vous savez que tous les produits synthétiques aujourd'hui sont faits sur base de caoutchouc? Mesdames et messieurs, pourquoi nous souffrons? Souffrons-nous pourquoi? Pourquoi sommes-nous en train de souffrir? Non, c'est parce que l'intellectuel congolais est une victime d'un régime de prédation. Et lui-même a vendu son âme, a vendu son intelligence et nous a tous détruits. Et je termine avec le coton. Vous savez, l'arbre du coton, c'est le cotonnier. Le cotonnier produit le coton. Et le coton produit les textiles. Les textiles produisent des usines. Les usines produisent du boulot. Le boulot produit la stabilité. Ça produit la paix. Ça produit le planning. Ça produit la réussite. Ça produit l'émergence. Ça produit la sécurité. Et ça produit le développement. Juste à cause d'un coton. Et quand vous regardez toutes ces choses, vous pensez que Dieu n'est pas intelligent pour avoir mis ça au Congo. C'est ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, le blasphème. Nous blasphémons. Notre pauvreté est un blasphème à l'Éternel. Notre carence est un blasphème à l'Éternel. Nous blasphémons contre Dieu. Nous blasphémons contre Dieu quand nous souffrons. À chaque fois que le Congolais meurt de faim, c'est un blasphème. Ce pays ne peut pas mourir de faim. Dieu vous a tout donné, mais votre intelligence a tout détruit. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour continuer notre émission. Je vous rappelle que nous parlerons de la pêche dans les prochaines émissions. On en parlera parce qu'il est très important de parler de cela. Et tout ce que je vous dis est écrit, hein. Écrit, compilé dans des projets. Et si vous êtes prêts, nous sommes prêts pour vous les donner. L'amour est en Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.